Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien. C'est Lucie et bienvenue dans cette deuxième partie de la foire aux questions que nous avons commencé hier. Donc pour rappel, je réponds à vos questions en créant une page de grimoire dédiée aux cerfs en temps réel. Et donc c'est des questions qui tournent autour du journaling mais aussi de ma vie en général. Donc j'espère que ça vous donnera plein d'inspiration et plein d'idées pour vos patouilles. Alors, on continue. J'ai perdu le fil du nombre de questions. Je ne sais plus où j'en suis, mais vous inquiétez pas. Donc, il y a le chapitrage. Si vous voulez naviguer et aller cliquer sur des questions qui vous intéressent, je vous invite à utiliser ce chapitrage. Alors, autre question. Quel type d'évolution personnelle marquante as-tu observé avant ou après en utilisant les patouilles ? Waouh, ça c'est une très très belle question. Merci. Merci beaucoup Bella. C'est tellement énorme comme évolution que ça va être difficile d'en parler de manière brève et succincte. Je me suis reconnectée à mon enfant intérieur. Et ça, c'est une phrase, je supportais plus de l'entendre. Il faut se reconnecter à son enfant intérieur, nanana. Et en fait, tant qu'on n'est pas connecté, en fait, ça nous énerve et on ne sait pas comment faire et tout ça. Et un jour, vous savez, et votre vie est vachement plus belle, et vachement plus légère, et insouciante, et magique. Je dis pas que c'est comme ça tous les jours, je dis pas que je suis insouciante tous les jours, je dis pas que tout est magique tous les jours. C'est bien sûr qu'il y a des jours avec et des jours sans, et qu'il y a des mauvaises journées, mais c'est sûr que depuis que je fais ces patouilles, je suis beaucoup plus légère et beaucoup plus insouciante qu'à une époque. Et je pense que ce qui a vraiment le plus changé chez moi, c'est qu'à une époque, je prenais les choses très au sérieux. Tout était hyper important, je prenais tout à cœur, et puis c'était important de prendre tout à cœur. Et maintenant, en fait, j'ai ce côté... plus rien n'a d'importance. Alors, je dis pas que je fais les choses de manière nonchalante et que j'y mets pas tout mon cœur, c'est pas vrai. Non, il y a toujours ce côté où, quand j'aime faire quelque chose, je le fais avec toute mon énergie, avec tout mon... Voilà. Et puis, ça m'empêche pas d'être stressée sur des choses que j'ai envie de faire bien sûr. Mais... J'en parlais avec une collègue musicienne, il y a plein de choses qui, à une époque... où j'avais l'impression de tirer des poids morts, ou qu'il fallait que tout devait marcher et tout ça. Maintenant, je m'en fiche complètement. Et j'ai ce côté vraiment détaché, beaucoup plus zen. Et je suis convaincue que les patouilles m'ont vraiment aidée à ça. Parce que, à travers la journalisation créative, et le créatif là est important, la journalisation visuelle c'est important, ça m'a permis de prendre tellement de hauteur, d'avoir tellement d'autres perspectives que voilà, je me suis allégée sur vraiment plein de niveaux. Et alors, j'ai insisté sur le mot créatif et visuel parce que j'ai toujours écrit dans des carnets depuis que j'ai 8 ans, je crois, j'ai toujours écrit dans des carnets. Mais quand on n'est que dans l'écriture, même si c'est très puissant et que moi c'est ce que j'utilise le plus, quand on n'est que dans l'écriture, on passe à côté des symboles. Parce qu'on est toujours dans l'analytique, on est toujours dans le cerveau, dans le mental. Et du coup, même si c'est super efficace de mettre les pensées sur papier et de les sortir de soi, eh ben, on passe quand même à côté du symbolique, de l'émotionnel, des tripes, en fait. Et ça, c'est, je crois, vraiment avec le côté visuel, que ce soit avec de la peinture, avec... du dessin ou du collage avec des images, quelle que soit l'image, quel que soit ce qu'on en fait, rien que d'avoir juste une autre image, quelque chose sur la page qui vient harmoniser, équilibrer l'écriture, tout de suite ça permet d'amener d'autres chemins de réflexion et une autre manière de ressentir les choses. Donc voilà pour mon évolution personnelle. Combien de carnets as-tu et quels sont leurs thèmes ? Ah, la question que je crains le plus.
Aïe, aïe, aïe. Anaïs aussi, tu m'avais posé cette question il y a très longtemps et puis je l'évite cette question parce que ça me paraît tellement énorme de répondre à cette question. Alors, je vais dire que j'en ai 3 que j'utilise, enfin qui sont mes 3 journaux principaux. Le bullet journal, que j'utilise tous les jours, rien que pour regarder mon planning et tout ce que j'ai à faire. J'ai mon journal magique qui m'accompagne quand même très souvent. Et c'est pareil, j'ai un petit tracker de rien du tout, mais ça me permet de l'ouvrir et juste de noter quelque chose, voilà. Et puis j'ai le grimoire. C'est vraiment, si je devais réduire ma bibliothèque, ce seraient ces 3-là qui resteraient. Maintenant, j'en ai beaucoup plus. J'ai un journal des rêves, j'ai un livre junk journal, donc un livre transformé, dans lequel je fais de la journalisation guidée. Jusqu'à l'année dernière, c'était mon livre de souvenirs, un peu d'albums photos, scrap et tout ça. Maintenant, c'est vraiment mon journal de journalisation guidée avec les questions de journaling que je propose sur le calendrier de l'après sur Patreon. Et donc, c'est des questions des fois très simples, genre le dernier livre que j'ai lu ou des propositions un peu plus créatives que j'adore, comme écrire un poème acrostiche avec les lettres d'un mot. Enfin, ce genre de questions. Et puis des fois, juste parce que j'ai envie de créer un journal, parce que c'est quelque chose que j'adore faire, je crée un journal pour quelque chose. Ah oui, j'ai oublié quand même un journal très important, mais que j'utilise pas tous les jours, mais c'est le journal de Tolkienomancy, donc qui est un journal dédié au tarot, mais au tarot vraiment en lien avec l'univers de Tolkien. Donc ça fait, si je devais en fait réduire ma bibliothèque, ça ferait 4. Le grimoire, le bullet journal, le journal magique et le journal de Tolkienomancy. Mais il y aurait aussi le junk journal, donc ça ferait 5. Donc, non. Et puis, donc là en ce moment sur mon hôtel, il y a le journal de Imbolc que je vous ai montré il y a 2 semaines, je crois. Est-ce que j'en ai d'autres ? Il y a le grand livre de Lucie Driel, il y a un journal de vadrouille où je documente mes petites balades. J'ai un journal aussi pour mon travail vraiment spécifique où je note, il est un peu créatif mais pas trop, c'est où je note le suivi des cours. J'ai un journal pour mon budget quand même, c'est tout nouveau ça, j'ai fait ça en janvier de cette année, donc c'est très nouveau. J'ai un journal, un mini petit journal pour mon thème astral. Et je pense que ça, je vais vous en parler bientôt. Est-ce que j'en ai encore d'autres ? Oui, j'ai aussi un petit livre transformé qu'on a fait ensemble, un peu shabby witchy, qui n'a pas encore trouvé son utilité. C'est pas grave, donc le thème c'est shabby, donc un peu kitsch anglais victorien, et witchy, donc un peu sorcière, un peu magique. C'est 2 styles très opposés que j'ai réunis dans un seul journal. Et je pense que ça y est, je crois que je lui ai trouvé une utilité. Je vais y mettre des citations zen et inspirantes du Bouddha. Voilà, et je crois que là, j'ai quand même fait le tour. Donc, j'en ai au moins 5, plus d'autres que je crée quand j'ai envie de créer un carnet. Voilà. Ensuite, as-tu des rituels hebdomadaires, mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels de journaling, j'imagine ? Ou pas seulement, hein, peut-être... Non, tu parles vraiment de rituels généraux. Oui, dans un monde idéal, j'ai des rituels. J'ai des rituels tous les 22 de chaque mois. J'ai des rituels pour la nouvelle lune et la pleine lune. J'ai des rituels pour les fêtes folkloriques païennes qui me parlent. Donc pas toutes celles qui ont été répertoriées pour la Wicca et tout ça, mais il y a vraiment des traditions pré-chrétiennes, donc païennes, donc Imbolc, Yule, Samhain et puis Lunasa. Moi, c'est vraiment celles qui me parlent le plus parce qu'elles sont en lien avec ma pratique de la musique irlandaise aussi. Et puis, je crois que c'est déjà tout. Mais je dis que c'est dans un monde idéal parce que...
Voilà, des fois le rituel c'est juste j'allume une bougie, j'allume une bougie ou je passe le balai ou juste je me dis ah tiens c'est Imbolc, ouais. Et voilà, parce que ça demande de l'énergie quand même de faire tous ces trucs et puis des fois on l'a pas cette énergie et c'est ok et on n'est pas obligé d'avoir des trucs comme ça. Parce que le rituel, le fait que ça revienne régulièrement, parce que c'est ça un rituel, bah ça peut être contraignant en fait. Et on n'aime pas les contraintes ici. Non. Et puis comme ça en plus c'est des rituels qui sont de moins en moins collectifs. Ça aussi c'était beau à une époque. Et c'est en ça que le calendrier chrétien était intéressant, même si ça m'énerve que ce soit toujours associé à une religion. Enfin, ça a été maltraité, toutes ces fêtes spirituelles. Mais c'était le fait qu'on se retrouve ensemble, qu'on se retrouve à plusieurs pour célébrer quelque chose. Et à une époque, et toujours maintenant, mais beaucoup en Bretagne, il y a la fête de je sais pas quoi, la fête du pain, la fête de la galette, la fête de l'huître, la fête de la nuit de la gavotte. Et c'est super parce qu'on se réunit ensemble sur un thème, sur une célébration qui nous réunit. Et c'est ça aussi la beauté des rituels, c'est qu'on peut les faire aussi à plusieurs. Et dans nos pratiques plutôt spirituelles, magiques, je trouve qu'on a moins ce côté collectif, qui me va bien. J'ai complètement digressé. Ça me va bien en fait de pas être dans le collectif tout le temps parce que moi ça me fatigue beaucoup. Mais par exemple, là où j'habite, on a une fête le 15 août. Moi, l'Assomption, ça me parle pas du tout. Par contre, Lunasa, c'est un peu en lien. C'est toujours la fête des moissons, c'est la fête des récoltes, c'est l'arrivée de l'automne. Bon, et nous, le 15 août, on a une fête sur la place. Et c'est super. Moi, j'aime bien y aller, juste pour aller manger le repas avec tout le monde, participer aux petits jeux. Enfin, même si j'y participe pas, j'observe en rigolant. Puis on boit des canons avec les voisins et les copains. Et puis voilà. Et ça, c'est des beaux rituels. Voilà, je pense que je peux arrêter là. Je pourrais parler pendant des heures. Ensuite, as-tu d'autres jeux de cartes, tarot ou oracle ? Oui. Oui. C'est un peu comme les journaux. Alors, j'essaye de pas sombrer dans l'addiction. Là, c'est pareil, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile du tout. Donc, j'en utilise un principalement que vous connaissez, c'est les Soul Cards. Mais j'ai aussi d'autres tarots. Certains m'ont été donnés ou offerts ou échangés. Et c'est pas ceux que j'utilise le plus, puisque je les ai acceptés. Et pour la plupart, je les ai transformés. Mais sinon, il y en a un que j'aime bien utiliser, c'est de tarot que j'ai acheté, parce que j'en ai créé aussi. Mais que j'ai acheté, il y a le... Mince. Alors, il y a c'est pas un tarot, c'est juste un jeu de cartes, c'est Stargazing. J'ai plus les références là en tête. J'essaierai de vous les mettre dans la description. J'ai aussi le Inner Star Oracle. Donc c'est un oracle avec des symboles de géométrie sacrée et des affirmations que je trouve très, très chouette. Et j'ai le bestiaire du chaman de Mayatol. Et très récemment, je me suis offert... C'est pas un jeu, c'est... je trouve que c'est super pour compléter sa pratique du tarot journalier quotidien. C'est tarot journaling de Laetitia Barbier. Et donc en fait c'est un jeu de cartes qu'on peut utiliser comme un oracle si on veut. Et sur chaque carte en fait vous avez des propositions de journalisation, de journaling, d'exploration en lien avec une des cartes du tarot du Rider-Waite-Smith. Et il est super bien fait et j'adore l'utiliser. Je l'ai depuis 2 jours et même si je fais pas des pages forcément dans mes journaux, mais en tout cas rien que de tirer une carte de mon jeu des Soul Cards plus la carte du tarot de journaling, ça me permet aussi de journaliser dans ma tête. Et le journaling, ça peut être aussi dans sa tête. Il n'y a pas besoin forcément d'être toujours avec un papier, un stylo et un journal. C'est plus rigolo et ça permet je pense, d'aller plus loin dans sa réflexion. Mais là, ce que je fais, c'est du journaling. Dès qu'on a une question qui réflexive,
sur soi-même ou sur la manière dont on fonctionne ou sur nos comportements, nos attitudes et tout ça c'est du journaling, même si on n'est pas dans un journal. Ensuite, est-ce que d'autres membres de ta famille ou proches font des patouilles? Et si oui, faites-vous des moments créatifs ensemble avec un thé, bien sûr? Alors, j'ai une très très bonne copine, collègue, élève, qui est art thérapeute. Coucou Annabelle, si tu vois cette vidéo. Et qui est en fait, je pense que c'est vraiment grâce à toi Annabelle, hein, c'est grâce à toi que je fais des patouilles. C'est quand j'ai vu ton paravent. Le paravent qui est chez moi, c'est son paravent à Annabelle qu'elle m'a gentiment confié le temps qu'elle en a pas besoin. Et en fait, quand je suis arrivée chez elle la première fois, j'ai vu ce paravent et plein de choses qui pendouillaient dessus, des tags, plein de choses en technique mixte, de scrap. Et ensuite, je me suis dit, mais je veux faire pareil. Je sais pas comment je vais faire, mais je veux faire pareil. Donc voilà. Donc c'est la personne la plus proche de moi physiquement en ce moment qui fait des patouilles. Et on a patouillé une fois ensemble parce que j'avais participé à des ateliers d'art-thérapie qu'elle avait proposés. Mais c'est tout. Et personnellement, j'aime pas du tout patouiller avec d'autres personnes. Je suis vraiment une solitaire. Moi, je suis une grande solitaire. Même pour la musique, j'ai appris à aimer à jouer avec d'autres, mais si j'avais pu rester dans ma chambre et ne jouer que dans ma chambre, j'aurais été heureuse aussi. C'est un peu trop vite dit, je crois. Mais voilà. En ce qui me concerne pour les patouilles, c'est une activité qui est vraiment très intime et pour laquelle j'ai besoin d'être vraiment dans ma bulle parce que sinon j'arrive pas à faire deux choses à la fois. En fait, j'arrive pas à être dans une interaction et en même temps à faire des patouilles. Je pense que faudrait que j'essaie, hein, parce que j'arriverai jamais à patouiller en même temps que je parle pour faire une vidéo YouTube, parce qu'il y a pas mal de créatrices qui font ça. J'admire, je pense que j'en serais pas capable. Mais dès que je dis de ce genre de choses, je me dis il faut que j'essaye, parce que j'aime pas me mettre des limites comme ça. Et sinon, dans ma famille, il y a ma petite sœur. Elle a un sketchbook, elle a un art journal, et puis surtout, elle est dans une école d'art à Angoulême. Donc, ma petite sœur fait des patouilles. On n'a jamais patouillé ensemble, on s'est échangé, on s'est fait voir. Donc, elle voit ce que je fais par les réseaux sociaux, puis elle m'a montré aussi ce qu'elle faisait, inspirée par les petites patouilles. Donc, ça me met toujours des frissons et des larmes aux yeux. Et sinon, ma grande sœur, alors... en fait, c'est aussi ma grande sœur. Hein. Ma grande sœur... Magali, tu dessines un peu moins ces derniers temps, mais quand on était plus petite, les princesses, tout ce qu'on dessinait... Puis ma sœur avait un coup de crayon de malade. Que t'as toujours, je pense, Magali, mais... Donc on a passé beaucoup de temps, je crois, pas forcément à dessiner ensemble, mais j'ai passé en fait beaucoup de temps à copier ma sœur, à essayer de copier ma sœur, et à chaque fois c'était catastrophique. Mais cette passion du dessin, ça venait de là, je pense. Et maintenant, avec ma grande sœur, donc on se voit pas très souvent, mais assez souvent, régulièrement, plusieurs fois dans l'année, quoi. Et on bujote pas ensemble, mais on a toutes les deux un bujot, très différents l'une de l'autre, et on a la même passion pour les cartes. Donc ce qu'on fait ensemble, c'est pas des patouilles, mais c'est des tirages de cartes. Et ça, c'est trop bien. Avec bien sûr des litres et des litres et des litres de thé. Alors là, on passe à une série de questions qui est plus tournée sur ma vie en général, et notamment ma vie professionnelle, mais aussi personnelle. Donc, continues-tu les ateliers enfants-adultes dans les communes autour de chez toi? Alors oui, et non, c'est pas seulement l'été, c'est d'ailleurs moins souvent l'été, parce que l'été, c'est un peu la saison creuse. Pour ce qui est des activités régulières, on est plus en mode festival et autres rassemblements collectifs annuels. Donc les ateliers, oui, je continue toute l'année. Donc là, on parle d'ateliers, pas d'ateliers patouille, hein, mais d'ateliers musique, chant. Donc j'en ai fait un là dernièrement en janvier. J'anime donc des ateliers de chant, soit que j'organise avec mon conjoint et une autre amie, soit que
on fait appel à moi pour animer des ateliers. Donc là, je vais animer des ateliers dans un EHPAD. Ça, c'est trop bien. Et puis, j'anime des stages aussi, ce genre de choses. Voilà. Et puis, du coup, de la chorale, ça fait aussi partie de ce genre d'intervention collective. Ensuite, comment organises-tu une semaine pour te garder des plages, des moments pour toi avec ton école de musique ? Et oui, ça, c'est tout le programme de cette année. Donc, jusqu'à ce mois-ci, en fait, j'avais au grand maximum une journée de congé par semaine, le jeudi. Et souvent, les week-ends sont pris par les ateliers, les stages, les balles, les concerts. Et puis, dans la semaine, même des fois, mon jeudi était pris parce qu'il y avait les répés qui allaient avec et tout ça. Et donc là, mon but, c'est d'avoir 3 jours de congé dans ma semaine. Donc le jeudi et 2 jours consécutifs à un moment donné. Alors, si c'est pas le week-end, ce sera un autre moment dans la semaine. Parce que clairement, je peux pas travailler. En fait, je ne suis pas capable physiquement de travailler à temps plein. Donc, il faut que j'apprenne à travailler à 3/4 temps, voire mi-temps. Et surtout que quand j'étais salariée, j'ai jamais travaillé à temps plein en tant que salariée parce que je me connaissais suffisamment déjà à l'époque pour savoir que de toute façon, il fallait que je garde du temps pour la passion qui m'animait le plus à l'époque, c'était la musique. Et qui était plus qu'une passion puisque j'étais déjà payée pour jouer de la musique sur scène, même si j'avais un travail en plus. Mais donc forcément, dès qu'on est à son compte, on travaille tout le temps parce que c'est notre métier et notre passion est devenue notre métier. Et c'est vraiment un challenge de s'arrêter et de savoir ce que ça veut dire le repos. C'est ça aussi, moi, que j'ai eu du mal à définir. Ça veut dire quoi se reposer ? Et donc là, je l'ai défini en séance de thérapie, pareil, il y a 15 jours. Et pour moi, le repos, c'est ne rien faire pour les autres. Ça peut paraître dur, dit comme ça, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça pour moi, le repos, c'est que je ne pense qu'à moi et je ne fais rien, je ne produis rien, je ne crée rien pour les autres. Ce que je crée, il est pour moi. C'est pour moi. Donc ça ne veut pas dire que je ne peux pas rendre service à mon conjoint. Bien sûr que si. Mais en termes de mon métier, qui est quand même très lié à la créativité, à l'expression et tout ça, je ne fais rien pour les autres. Voilà. Et je ne suis pas disponible autant pour les autres que quand je ne suis pas en repos. Voilà. Donc c'est en chemin. Ensuite, est-ce que ton conjoint travaille avec toi ou est-ce qu'il fait un autre métier ? Est-ce que lui aussi, il est passé du côté de la force des patouilles ? Donc, oui, mon conjoint travaille avec moi, on fait le même métier. On donne des cours, on fait de la musique et tout ça. Donc non, il ne fait pas un autre métier. Enfin, il a une autre activité qui est de cultiver des plantes aromatiques pour un copain qui fait des encens. Donc ça, c'est super et ça lui prend beaucoup de temps. Et puis, même si c'est pas une activité... l'activité des plantes aromatiques, c'est une activité rémunérée. Mais sinon, il a une autre activité qui lui prend beaucoup de temps, 6 mois de l'année, c'est le jardinage. Et même si c'est pas rémunéré, c'est quand même une activité qui a son importance. Parce que quand on a des légumes, c'est comme si on était rémunéré, puisqu'on peut manger avec les fruits de son travail. Donc, voilà. Et alors, est-ce qu'il est passé du côté de la force des patouilles ? Pas complètement, mais je lui ai fait je lui ai fait 2 journaux. Un journal pour ses rêves, parce qu'il faisait des j'espère qu'il n'est pas... Je lui ai fait un journal pour ses rêves. Je vais essayer de ne pas parler trop de lui, parce qu'il ne m'a pas forcément donné son autorisation. Et je lui ai fait un petit journal aussi, parce qu'il avait besoin de noter, de classer un peu ses papiers de notes de répétition, de musique. Et donc... depuis, il fait des petites choses très visuelles, bien écrites, avec des couleurs et tout ça. Mais non, il fait pas des patouilles comme moi. Non. Et c'est très bien comme ça. Je pense que c'est important d'avoir des activités différentes dans un couple, parce que surtout que nous, on travaille ensemble, on fait de la musique ensemble, on fait quasiment tout ensemble. Et donc, c'est hyper important qu'on ait nos espaces chacun et que... Voilà, et qu'on se laisse vivre de temps à autre. Voilà. Ensuite, as-tu d'autres activités qui t'accompagnent dans ton équilibre de vie, en plus de la marche et du Qigong ? Oui,
Donc la méditation. La méditation, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à ma survie aussi. J'ai plein de choses essentielles à ma survie, hein. Mais je sens très bien que quand j'ai pas fait une séance de méditation, je suis pas complètement là. Et sinon, en ce moment, j'ai eu une grosse phase de yoga. Alors, je fais très attention parce que il faut faire très attention d'une manière générale. Moi, je pratique pas le yoga en groupe, hein, je prends pas de cours, je fais ça avec un magazine que ma maman m'a laissé, des infographies que je trouve sur Pinterest. Je trouve qu'elles sont super. J'aime beaucoup le côté visuel et souvent ça suffit largement à faire une posture. Ce que j'adore dans le yoga, c'est le fait qu'on se prend dans ses bras. Et notamment la posture du bébé heureux. Ah, mais qu'est-ce que j'aime cette posture. Donc si vous connaissez pas la posture du bébé heureux, vous pouvez aller regarder sur internet. Mais en gros, vous êtes les quatre fers en l'air et vous prenez les pieds et vous vous balancez d'un côté sur l'autre. Ah, déjà ça vous masse le dos, c'est trop bien. Et en plus, il y a ce côté, je me prends dans mes pieds, je prends mon pied, quoi. Et c'est vraiment ça. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec le yoga et qu'il y a un peu moins peut-être en Qigong, même si bien sûr il y a les automassages, mais là on se prend dans ses bras et ce qui me fait du bien en ce moment, c'est de mettre mes mains en fait sur des zones de mon corps qui, c'est pas qu'elles sont forcément douloureuses, même s'il y en a beaucoup qui sont douloureuses, mais juste de remettre les mains sur moi. C'est voilà. Et donc, par la force des choses, en ce moment, je m'intéresse d'assez près au Reiki, même si en fait c'est encore un autre mot pour parler de la même chose. Le Qigong, le yoga, c'est une pratique où on fait circuler l'énergie. Le Reiki, c'est aussi ça. Mais j'aime bien l'univers qui a été créé autour du Reiki, notamment l'utilisation des symboles qui sont ni plus ni moins que des sigils. Et du fait qu'ils sont utilisés de manière collective, il y a ce côté égrégore qui peut être très intéressant. Donc voilà, en ce moment c'est vraiment ça. Donc le yoga et puis des petites recherches sur le Reiki et la position des mains d'une manière générale sur moi. Alors ensuite, on revient à des choses plus liées aux patouilles. Donc est-ce que tu crées sur d'autres supports que le papier, le fil de fer, etc. Peut-être des créations éphémères, intérieures ou extérieures par exemple. Alors, j'ai essayé de faire des créations avec du fil de fer pour faire des capteurs de lumière. Ça m'a pris, je me suis fait très mal aux doigts parce que le fil de fer c'est pas hyper facile. Puis surtout j'avais pas le bon fil de fer, c'est surtout ça. Et puis c'est vraiment un truc, ça c'est pareil, ça demande je pense beaucoup de pratique et il y a des petits gestes techniques qu'il faut savoir faire je pense pour vraiment faire quelque chose de joli. Du coup, je suis pas allée beaucoup plus loin. Et des créations éphémères à l'extérieur, j'ai pas encore fait ça. Si, j'ai fait ça une fois sur mon arbre magique dans la forêt. Il lui est arrivé une petite mésaventure à cet arbre. Donc c'était un bouquet d'arbres qui était magnifique et où j'allais me ressourcer très régulièrement. Je continue à y aller. C'est juste que des 4 troncs qui formaient ce magnifique bouquet d'arbres et puis qui étaient vraiment vieux, il en reste plus qu'un. Et donc voilà. Mais c'est intéressant parce que du coup les souches me permettent de me mettre sur la souche et donc d'être aussi l'arbre. Et donc finalement je suis devenue moi aussi un arbre, un esprit de la forêt. Et donc quand je vais dans cet espace, je communique avec mon arbre, il n'y a pas de problème, ça va, mon deuil est passé, la souffrance est passée et puis tout va bien. Et donc malgré tout, pour accompagner cette transition et cette transformation de mon esprit de la forêt, j'avais créé un pentacle sur une des souches avec des branches et tout ça. Mais c'est la seule fois que j'ai fait quelque chose à l'extérieur. Ah non, ce que j'ai fait aussi l'année dernière, et ça c'est super, et je l'ai pas refait cette année, mais c'était de dessiner les sigils dans la neige. Ça c'est super. Donc si vous habitez quelque part où il y a de la neige, vous pouvez le faire, ou sinon dans du sable, ça peut fonctionner, ou même dans de la boue, ça doit être vraiment super. Donc voilà. Et enfin,
Comment garder une uniformité des pages tout en mixant des supports différents sans que cela soit agressif pour l'œil? Et j'espère être comprise sur cette question. Alors, est-ce que tu parles déjà des techniques mixtes, donc ce qu'on appelle mixed media, donc on va utiliser plein de, de matériel, de supports différents. Je pense que le gesso, dans ces cas-là, est votre ami. Parce que le gesso, dans mon matériel préféré, j'en ai pas parlé, mais le gesso, juste parce que j'adore cette texture et l'odeur du gesso. Voilà. Mais du coup, pour faire des trucs en technique mixte, le gesso, c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'estomper des zones de la page qui peuvent être trop bruyantes, trop criardes, et de mettre en valeur différents éléments pour les faire ressortir au premier plan et peut-être estomper l'arrière-plan et ce genre de choses. Donc, si vous avez une page avec avec du pochoir, plein d'aquarelles, des gouttelettes, des bouts de papier dans tous les sens, des encres, des coulures et tout ça, c'est bien d'avoir du gesso quand même. Parce que ça permettra de mettre en valeur un élément au premier plan. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il n'y ait pas trop d'éléments qui parlent en même temps. En fait, il faut imaginer que ça dialogue sur votre page, qu'il y a un dialogue qui se crée avec tous les différents éléments et que chacun a besoin... on parle pas tous à la fois. Donc il faut des choses qui se laissent la parole. Et vous êtes le coordinateur, vous distribuez la parole. Et donc des techniques pour estomper, c'est pas mal. Donc vous pouvez estomper avec du gesso blanc, vous pouvez estomper aussi avec de la peinture opaque colorée. Du moment que vous arrivez à mettre en valeur 1 ou 2, maximum 3, je dirais 3 éléments sur la page. Après, je suis pas du tout une experte en technique mixte. J'adore. Je trouve que c'est encore une manière de s'exprimer sur la page qui peut être très libératrice et qui permet d'explorer plein de choses. Et puis, si vous avez une tendance au perfectionniste, les techniques mixtes, c'est vraiment pour vous. Parce que ça permet justement de partir du chaos. Il y a un côté très chaotique dans les techniques mixtes quand on crée les fonds. Il y a toujours cette phase où, au début, on se dit « Oh, c'est pas terrible ». Puis à la fin, ça devient quelque chose de cohérent, de construit. Donc ça, je conseille fortement. Et voilà, quelle aventure cette foire aux questions. Merci infiniment à toutes pour ces questions. Merci tout particulier à Bella pour toutes ces questions, parce que là, les questions auxquelles j'ai répondu, c'est surtout Bella qui les a posées. Et donc moi aussi, j'ai des questions pour vous. Donc la première, combien avez-vous de carnets et quels sont leurs thèmes et leurs fonctions s'ils en ont une? Deuxième question, quelles sont vos tactiques pour vous reposer et vous ressourcer? Troisième question, comment avez-vous célébré Imbolc ce week-end? Est-ce que vous l'avez célébré? Et si vous ne l'avez pas célébré, est-ce que vous avez patouillé ce week-end? Je vous embrasse bien fort et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle séance de patouille thérapie. Bye bye!